Que feriez-vous si vous découvriez soudainement que votre fiancé est votre frère ou sœur de sang? Comment réagiriez-vous? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Il y a de nombreuses années, au cœur de Bay-City, vivait une belle jeune fille nommée Ezosa. Elle avait été élevée dans un foyer chrétien strict et humble, où même se tenir près d'un garçon dans la rue était considéré comme un péché. Les parents d'Ezosa étaient des gens simples et discrets, mais Ezosa était une femme déchaînée. Elle avait toujours rêvé d'explorer, de s'amuser et d'avoir un petit ami, comme ses camarades de classe. Ses parents savaient quel genre de fille ils avaient, alors ils l'ont enfermée complètement. Ils ne la laissaient jamais les quitter. Même l'université qu'elle fréquentait était à quelques carrefours de chez eux. Quelques mois après avoir obtenu son diplôme, elle a été déployée dans l'État d'Ekiti pour son service national de la jeunesse, un endroit loin de chez elle. Elle était ravie. C'était l'occasion de quitter le nid familial pour la première fois de sa vie. Elle arriva au camp d'une isque pleine de bonne humeur, et vraiment, le camp était tout ce qu'elle avait entendu et espéré, et même plus encore. L'endroit bourdonnait de bavardages et de rires de garçons et de filles d'horizons différents. C'est la liberté, pensa T.L. Comme un aimant, Ezosa fut captivée par les activités du camp, les beaux garçons qui la couraient après, les belles filles qui voulaient se lier d'amitié avec elle. Et peu après, elle tomba amoureuse, ou du moins passionnée, d'un beau garçon nommé Tunji. Tunji la subjugua par son charme et sa forte personnalité. Il était attentionné et prêtait attention à chaque détail la concernant. Ce sentiment était étrange et nouveau. Ezosa n'avait jamais ressenti cela envers personne. Bientôt, à 1 heure du matin, elle et Tunji se retrouvèrent sous le manguier derrière les toilettes, exprimant leur amour éternel l'un pour l'autre. « Tu me touches, je te touche ». Mais leur bonheur fut vite interrompu à la fin du camp, et le couple fut affecté à des endroits différents pour leur mission principale, loin l'un de l'autre. Ezosa était dévastée d'être séparée de son petit ami Tunji, mais il ne pouvait rien faire. Le destin semblait les séparer. Alors, le cœur lourd, ils se dirent au revoir, se promettant de rester en contact et d'entretenir leur relation. Quelques jours plus tard, Ezosa reprit son lieu d'affectation, un lycée du village d'Ilu, dans l'état d'Ekiti, où elle était chargée d'enseigner la biologie. Mais alors qu'elle s'apprêtait à prendre ses marques au village, le malheur la frappa. La graine que Tunji avait plantée sous le manguier avait commencé à germer. Ezosa était enceinte. La peur la saisit. Elle ne savait que faire. Si ses parents apprenaient qu'elle était enceinte d'un garçon qu'elle connaissait à peine, ce serait l'enfer. Elle était en pleine panique. Un soir, elle décida d'appeler Tunji pour lui annoncer sa grossesse. Mais sa réponse la bouleversa profondément. « Comment ça, tu es enceinte? Tu es un bébé? Tu ne savais pas que tu étais censé te protéger? Je ne peux pas être responsable de cette grossesse. Je suis l'aîné de ma famille et j'ai des frères et sœurs plus jeunes qui dépendent de moi. S'il te plaît, débrouille-toi » hurla Tunji au téléphone avant de raccrocher. Ezosa n'en croyait pas ses oreilles. Était-ce le même Tunji qui lui avait promis le paradis? Elle essaya de le rappeler. Mais Tunji avait bloqué son numéro partout. Les jours passèrent, et elle n'arrivait toujours pas à le joindre. Chaque fois qu'elle essayait de l'appeler avec un autre numéro, dès qu'il entendait sa voix, il raccrochait et bloquait le numéro. À ce moment-là, elle était terrifiée. Elle ne pouvait retenir l'amertume qui la rongeait. Elle se sentait trahie par le premier homme qu'elle avait jamais aimé. Elle maudissait Tunji chaque jour. Ses yeux avaient enfin vu et ses oreilles enfin entendu. Tout cela grâce à Tunji. Au fil des semaines, Ezosa peinait à cacher son ventre rond. Son corps changeait rapidement, et elle n'avait aucun contrôle sur lui. Elle ne pouvait pas quitter sa chambre à la loge du corps, afin que ses camarades ne voient pas l'état dans lequel elle se trouvait. Ce qui la peinait le plus, c'était que, pendant que ses camarades profitaient de leur année de service, elle se retrouvait avec une responsabilité à laquelle elle ne s'était jamais préparée. Cet enfant porte malheur, une limitation envoyée de l'enfer pour m'entraver, pensa-t-elle. Quelques mois plus tard, Ezosa donna naissance à un magnifique petit garçon prénommé Kelvin, un enfant qu'elle méprisait passionnément. D'autres mères racontaient qu'en voyant leur bébé pour la première fois, elles ressentaient une joie immense. Mais ce n'était pas le cas pour Ezosa. Elle ressentait de la haine et de la colère envers l'enfant. Elle voulait qu'il disparaisse de sa vie. Elle pensa à la honte et au déshonneur qu'elle subirait si on apprenait sa grossesse hors mariage. Ezosa décida donc de confier l'enfant à la gardienne de la loge du corps, une vieille femme qui l'avait aidée pendant son enfance. Ezosa décida donc de confier l'enfant à la gardienne de la loge du corps, une vieille femme qui l'avait aidée pendant sa grossesse.
Elle lui promit de revenir le chercher une fois qu'elle aurait trouvé un emploi et se serait installée en ville. C'est ainsi qu'Ezosa retourna en ville telle une Vierge Marie, fermant ce triste chapitre de sa vie comme si de rien n'était. Quelques mois après son retour d'Ekiti, Ezosa trouva un emploi dans une agence de marketing. Le salaire était bon et elle avait l'impression que sa vie reprenait enfin son cours normal. Pour la première fois depuis des mois, Ezosa se sentait vraiment heureuse et libre. Elle fréquentait des rendez-vous et assistait à des fêtes somptueuses, pourquoi pas? Elle était encore jeune et belle. C'est lors d'une de ces fêtes qu'elle rencontra Brian, un homme beau, grand et doux. Brian était le fils d'un milliardaire qui avait passé de nombreuses années à étudier à l'étranger et qui venait tout juste de revenir pour reprendre l'entreprise de son père. Son père était un riche homme d'affaires et homme politique issu d'une famille très puissante de Bay City. Après leur première rencontre à la fête, Brian et Ezosa ont immédiatement accroché, comme deux pièces de puzzle qui s'assemblaient. Ils avaient l'impression d'être faits l'un pour l'autre. Des banalités par-ci, des coups de fil par-là, et bientôt, ils sont tombés amoureux. Quelques mois plus tard, Brian la demandait en mariage. Ezosa était folle de joie. En fait, elle n'en croyait pas ses yeux d'être fiancée à un homme comme Brian. Il était parfait. Enfin, son rêve d'épouser un homme riche se réalisait. Mais au milieu de sa joie, un sentiment tenace la tenaillait. Son fils, Kelvin. Elle avait promis à Aya de revenir le chercher une fois installée. Et elle était installée maintenant. En fait, la vie allait bien pour elle. Mais elle ne pouvait se permettre de révéler cet aspect de sa vie à personne, surtout pas à son fiancé, Brian. Elle craignait que Brian la largue, et sa famille ne lui permettrait jamais d'être avec une mère célibataire s'ils apprenaient qu'elle avait un fils. Elle y réfléchit longuement, et le laisser avec Aya lui sembla la meilleure option pour tout le monde. Quelques semaines plus tard, Ezosa épousa Brian. Le mariage fut un événement mondain animé, honoré par de riches invités de tous horizons. Ezosa fut comblée de joie. Immédiatement après le mariage, Ezosa fut emmenée par son mari à Paris pour leur lune de miel. À leur retour, elle fut fascinée par le style de vie fastueux d'une épouse riche. Elle s'enivra d'organiser des fêtes et des événements somptueux, de passer des vacances onéreuses à Dubaï et à Paris, et de faire des virées shopping extravagantes. Elle oublia complètement son fils au village. Quelques mois plus tard, Ezosa tomba enceinte, et le couple était ravi de fonder une famille. Brian lui offrit des cadeaux coûteux. Il lui offrit même une nouvelle Mercedes-Benz et des bijoux en diamant pur. La vie était belle pour Ezosa. Mais ce n'était pas le cas pour Aya et son fils au village. La santé d'Aya se détériorait de jour en jour. Elle ne pouvait plus faire ce qu'elle faisait auparavant, et s'occuper de Kelvin était un défi encore plus grand. Elle appela Ezosa à plusieurs reprises pour qu'il vienne emmener son fils en ville, mais Ezosa ne répondit jamais. À un certain point, Ezosa cessa de répondre aux appels de la vieille femme. Elle avait l'impression qu'elle était le fardeau dont elle devait se débarrasser. Elle était enceinte de son mari et ne voulait ni stress ni problème dans son mariage. Les mois passèrent. Anya tomba gravement malade et mourut une nuit, laissant Kelvin, alors âgé de 3 ans, seul, sans personne pour s'occuper de lui. Anya fut enterrée par les villageois, car elle n'avait ni enfant ni parents connus. Mais ils ne savaient pas quoi faire du petit garçon, et personne ne voulait accueillir un enfant inconnu. C'est ainsi que Kelvin devint un enfant du village qui errait sans but avec des vêtements sales et en lambeaux. Parfois, les villageois avaient pitié de lui et lui donnaient à manger. D'autres fois, il mourait de faim ou mangeait des cochonneries trouvées dans les poubelles. Kelvin devint un fardeau pour les villageois, une maladie dont ils ne pouvaient se débarrasser. Un jour, une belle médecin nommée Adana vint au marché du village pour une action médicale. Le docteur Adana dirigeait une ONG qui aidait les habitants des communautés rurales à obtenir des soins médicaux. Elle lui rendait visite régulièrement et tout le monde la connaissait et l'aimait. Ce jour-là, alors que le docteur Adana se promenait au marché, saluant les villageois et prenant de leurs nouvelles, son regard se posa sur un petit enfant frêle assis dans un coin. Ses vêtements étaient sales et en lambeaux. Le médecin fut saisi de stupeur et de surprise par l'état de l'enfant. Elle s'approcha de lui pour lui demander ce qu'il faisait là et où étaient ses parents. Mais le garçon resta assis là, muet, la fixant de ce regard qui semblait appeler à l'aide. Adana s'enquit des parents de l'enfant, mais les villageois dirent que personne ne savait d'où il venait. Ils racontèrent au docteur Adana que la pauvre femme qui s'occupait de lui était décédée quelques semaines auparavant et que personne ne voulait le recueillir, de peur qu'il ne soit maudit. Le cœur du médecin se serra en entendant les paroles des villageois. Elle prit Kelvin dans ses bras, trop faible pour protester contre le fait qu'un inconnu le portait.
Ce jour-là, elle l'emmena chez elle au village. Le docteur Adana le baigna, changea ses vêtements sales pour des vêtements propres et chauds et lui donna à manger. Mais Kelvin pouvait à peine tenir sa cuillère. Il était devenu si faible et semblait terriblement mal nourri. Le docteur Adana sentit que l'enfant souffrait. Elle essaya de communiquer avec lui pour savoir s'il souffrait, mais Kelvin ne pouvait pas parler. Il n'avait pas prononcé un mot depuis la mort d'Anya. Paniquée et inquiète, la médecin emmena Kelvin à la clinique du village et lui fit passer des examens. Elle découvrit que le garçon souffrait d'hyperthyroïdie et d'une infection à l'estomac due à la malbouffe de la rue. Le cœur d'Adana se brisa en voyant le pauvre enfant. Il serait mort si elle n'était pas arrivée à temps. Ce jour-là, elle mit Kelvin sous perfusion et le soigna jusqu'à ce qu'il guérisse. Elle éprouva de la joie en le voyant manger et dormir profondément. Pauvre enfant, elle se demandait où étaient ses parents. Quelques jours plus tard, l'action humanitaire du docteur Adana prit fin au village et elle commença à faire ses valises pour retourner en ville. Mais elle ne parvenait pas à se débarrasser d'un sentiment de culpabilité et d'une douleur accablante à l'idée de laisser Kelvin au village. Le garçon n'avait personne et il retournerait à la rue après son départ. Déterminée, elle décida d'emmener Kelvin en ville avec elle. Ce jour-là, elle se rendit chez le chef du village pour demander la permission de le ramener, et le chef accepta immédiatement. Ils en avaient assez de voir le garçon errer comme un agneau perdu. C'est ainsi qu'Adana emmena Kelvin en ville. Arrivé dans sa somptueuse demeure, Adana aida Kelvin à s'adapter à sa nouvelle vie. Elle lui apprit à communiquer. Elle l'adopta comme son propre fils et l'inscrivit dans une bonne école où Kelvin apprit rapidement à lire, à écrire et à parler couramment l'anglais. Adana fut surprise par le bon comportement de Kelvin. Il ne faisait jamais de crise de colère comme les autres enfants de son âge. Il était très intelligent et il s'est rapidement remis à l'école. Adana et son mari adoraient leur fils adoptif. Ils ne pouvaient pas avoir d'enfants, mais Dieu les a bénis avec un fils merveilleux, Kelvin. Revenons maintenant à Ezosa. Quelques semaines après la mort d'Anya, elle eut une magnifique fille prénommée Sophia, qu'elle adorait, contrairement à son premier enfant. Les années passèrent et Sophia devint une adolescente belle et sage. Elle était intelligente, toujours première de classe. Elle faisait la fierté de ses parents. À 18 ans, Brian et Ezosa décidèrent de l'envoyer étudier à l'étranger. Sophia reprit ses cours dans son université à l'étranger et y rencontra un jeune homme nommé Kelvin. Ils étaient dans le même département. Sophia ne put expliquer l'étrange attirance qu'elle ressentit pour Kelvin dès le premier regard. Elle sentit une force étrange les attirer l'un vers l'autre. C'est ainsi que Sophia et Kelvin devinrent des amis très proches, dépendant l'un de l'autre dans le pays étranger où ils se trouvaient. En dernière année, Kelvin demanda à Sophia de sortir avec lui, et elle accepta. Ils commencèrent à se fréquenter. Leurs années d'amitié s'étaient transformées en une belle et jeune histoire d'amour. Ils tombèrent amoureux l'un de l'autre. Sophia avait hâte de ramener Kelvin chez elle pour le présenter à ses parents. Quelques mois plus tard, ils obtinrent leur diplôme universitaire et retournèrent au Nigeria. Un jour, Sophia invita Kelvin chez ses parents pour leur présenter son petit ami, qu'elle envisageait d'épouser. Lorsque Kelvin arriva au manoir, Ezosa et Brian l'accueillirent chaleureusement. Kelvin était beau et avait la tête sur les épaules. Ils approuvèrent immédiatement leur union. Ce jour-là, Ezosa invita Kelvin à déjeuner à leur somptueuse table. Pendant qu'ils mangeaient, Ezosa commença. « Alors, Kelvin, ma fille nous a dit que tu étais originaire de l'État d'Ekiti ?» demanda-t-elle, essayant d'engager la conversation avec son futur gendre. « Oui, maman. Je viens d'Inu, dans l'État d'Ekiti, » répondit Kelvin en avalant une grande gorgée de jus froid pour faire passer la nourriture. « Vraiment ? J'ai fait mon service national de jeunesse dans ce village. Qui sont tes parents au village ? De quelle famille viens-tu ? Demanda Ezosa. Eh bien, je ne me souviens pas vraiment de grand-chose. Ma grand-mère est morte quand j'avais 3 ans. Je n'ai jamais vraiment connu ma mère. On m'a dit qu'elle m'avait abandonnée avec ma grand-mère. Ma grand-mère s'appelle Anya. Elle était la gardienne de la loge des Corpés à l'époque. Ezosa se figea sous le choc à l'évocation du nom d'Anya. Elle faillit s'étouffer avec sa nourriture. Elle se souvenait parfaitement d'Anya. Elle avait laissé son fils avec elle il y a de nombreuses années. Et maintenant, ce jeune homme prétend être le petit-fils d'Anya ? Ezosa reconstitua les faits et fut terrifiée à l'idée que Kelvin soit le fils qu'elle avait abandonné au village. La peur la secoua. Elle espérait que ses spéculations étaient fausses. Sinon,
Tous ses secrets seraient dévoilés et le chaos s'installerait. Ezosa demanda l'année de naissance de Kelvin et découvrit que c'était la même année que celle de son fils. Elle pria pour que ses soupçons soient faux. Ce jour-là, Ezosa resta silencieuse pendant son déjeuner. L'inquiétude et la peur obscurcissaient son esprit. Elle savait qu'elle devait agir vite avant qu'il ne soit trop tard. Elle devait empêcher le mariage si Kelvin était son fils. Cette semaine-là, Ezosa alla voir Élu pour poser des questions sur et le petit garçon. À son arrivée au village, on lui apprit qu'il était mort depuis de nombreuses années, laissant le pauvre garçon sans personne pour s'occuper de lui. On lui raconta que le garçon avait souffert et erré dans le village pendant des semaines jusqu'à ce qu'un médecin bienveillant le voie et l'emmène en ville. En creusant plus profondément, Ezosa découvrit que le médecin n'était autre que le docteur Adana, la mère adoptive de Kelvin. C'est alors que la réalité la frappa de plein fouet. Kelvin était le fils qu'elle avait abandonné des années auparavant, et il avait retrouvé sa place dans sa vie, non pas comme un fils, mais comme un gendre. Ezosa pleura amèrement. La culpabilité la rongeait. Elle regrettait ses actes, avoir abandonné le garçon du village pour toujours. Voyez maintenant comment le destin lui avait donné une amère leçon. Mais le véritable problème était désormais de savoir comment avouer à sa fille et à son mari. Comment leur avouer que Kelvin était bien son fils, celui qu'elle avait abandonné. Sophia serait dévastée d'apprendre que son petit ami, qu'elle comptait épouser, était son frère aîné. Ce jour-là, Ezosa rentra chez elle, abattue, confrontée à son passé tragique. De retour le soir, elle appela Sophia et son mari Brian et commença. « J'ai quelque chose de très important à partager avec vous deux, » dit Ezosa, les larmes aux yeux. « J'ai commis une terrible erreur il y a de nombreuses années, et maintenant mon passé m'a rattrapée. Sophia, ma fille, je suis vraiment désolée, mais j'ai besoin que tu mettes fin à ta relation avec Kelvin sur le champ. Et j'espère vraiment que tu n'as pas encore couché avec lui. » Sophia fixa sa mère avec surprise et inquiétude. « Maman, pourquoi devrais-je mettre fin à ma relation avec Kelvin? C'est mon petit ami et je l'aime. Papa et toi nous avez approuvés. Alors qu'est-ce qui s'est passé? » Sophia, écoute maman. Tu ne peux pas épouser Kelvin. S'il te plaît, mets fin à ta relation avec lui. Maman, tu ne peux pas me dire de mettre fin à ma relation avec un homme bien comme Kelvin sans une explication valable. Je l'aime et je dois l'épouser. Je vais l'épouser quoi que tu dises. Sophia, tu ne peux pas épouser Kelvin parce que c'est ton frère. C'est mon fils, celui que j'ai abandonné au village il y a bien des années, avant de rencontrer ton père. Ezosa avait lâché la bombe. Quoi? Crièrent Sophia et Brian en même temps. Ils étaient sous le choc. Comment ça, c'est ton fils? Demanda Brian, l'air confus. Ezosa s'effondra par terre en larmes et avoua tous ses secrets les plus honteux, notamment comment elle avait abandonné Kelvin. Brian était en colère. Il se sentait trahi. Il avait épousé un serpent, une femme maléfique capable de lui mentir et de le tromper pendant toutes ces années. Mais Sophia, elle resta figée sous le choc pendant de longues minutes. Elle ne pouvait ni parler ni réagir. Elle repassait sans cesse les paroles de sa mère dans sa tête, et c'était comme si une tonne de barres de fer lui était tombée dessus. Elle pria pour que ce soit un rêve terrible, mais c'était bien réel. Elle sortait avec son frère aîné depuis des années. Tout cela parce que sa mère maléfique l'avait abandonnée avec un inconnu des années auparavant. Sophia avait envie de pleurer. Elle avait envie de crier. Mais une boule dans la gorge l'en empêchait. Son monde entier était brisé. Ce jour-là, Brian chassa Ezosa de chez lui pour ses mensonges et sa tromperie. Il était dégoûté à sa vue. Mais le mal était déjà fait. Quelques jours plus tard, Brian invita Kelvin au manoir et lui révéla tout. Kelvin fondit en larmes. Il n'arrivait pas à croire qu'il avait failli épouser sa sœur cadette à cause des actions égoïstes et méchantes de leur mère, des années auparavant. Kelvin était dévasté. Ce coup était trop dur pour lui. Brian dit à Sophia et Kelvin de mettre fin à leur relation immédiatement, car ils ne pouvaient plus être ensemble comme avant. Ils étaient frères et sœurs, et il était interdit aux frères et sœurs de se marier. C'est ainsi que Sophia mit fin à sa relation avec Kelvin. Et ce fut une véritable épreuve pour tous les deux. Ils étaient tous deux dévastés. Ils avaient investi du temps et de l'énergie dans leur relation, pour finalement apprendre qu'ils étaient liés par le sang. Ils disparurent de la vie de l'autre pour digérer les événements, pour accepter leur nouvelle réalité. Ezosa, qui n'avait nulle part où aller, a emménagé dans un studio dans un bidonville où elle pleurait jour et nuit, regrettant sa vie.
Ces actes avaient failli ruiner ses enfants. Après un mois de pleurs et de solitude, Ezosa décida de se racheter. Elle ne pourrait jamais réparer ses torts, mais elle pouvait au moins implorer le pardon de ses enfants. Ezosa partit à la recherche de ses enfants, Kelvin et Sophia, pour implorer leur pardon. Elle se rendit chez son mari pour implorer, mais à chaque fois, ils la chassèrent tous. Ils ne voulaient pas la voir. Mais Ezosa n'abandonna jamais. Elle était déterminée à implorer leur pardon, même si c'était la dernière chose qu'elle ferait sur terre. 5 longues années passèrent, et Kelvin et Sophia pardonnèrent à leur mère. Ils firent la paix avec eux-mêmes. Brian pardonna aussi à sa femme, mais il ne la laissa jamais revenir dans sa vie. Il ne pourrait jamais oublier sa cruauté envers sa propre chair et son propre sang. Ezosa était reconnaissante d'avoir au moins le pardon de ses enfants. Mais elle savait que la cicatrice qu'elle avait créée de ses propres mains ne guérirait jamais. Et elle savait qu'elle devrait expier ses péchés pour le restant de ses jours. Merci d'avoir regardé, je suis Alaf. Que pensez-vous de cette histoire? Si vous étiez Sophia ou Kelvin, pardonneriez-vous un jour à votre mère d'avoir fait quelque chose d'aussi terrible? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. La morale de cette histoire est qu'aucun enfant n'est fait pour être abandonné ou jeté comme un chiffon. Si vous êtes responsable de la naissance d'un enfant, vous devriez être responsable d'en prendre soin. Donnez-moi votre avis dans les commentaires ci-dessous. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Et en attendant de vous raconter une autre histoire croustillante et intéressante, à bientôt.